Les résultats sont tombés là. Raz-de-marée pour Trump. Une surprise, vraiment un peu inattendue. Euh, Quelles sont tes premières remarques? Quelles sont qu'on peut constater là, déjà après cette victoire? C'est quoi le premier bilan là? Parce que là, ça vient d'arriver. Bon, dis-nous, voilà. Je pense que le premier bilan à tirer de tout ça, c'est que les démocrates ont fait une campagne nullissime. On fait une campagne nullissime qui se traduit dans les résultats. Ils n'ont pas parlé aux électeurs auxquels ils devaient s'adresser. Et ils n'ont pas eu de proposition forte sur la table pour ramener les gens aux urnes. Le chiffre qui me choque le plus et qui, bon, c'est des chiffres temporaires, c'est les sondages sortis des urnes, c'est les premiers résultats, les premiers comptes. Le chiffre qui me choque le plus, c'est que donc on a une participation en baisse, mais une participation en baisse de 3 millions pour Trump, mais de 15 millions, de près de 15 millions du côté des démocrates, du côté de Harris. Donc ça veut dire qu'au-delà de la défaite, en fait, il y a une incapacité à convaincre. Et pour moi, cette incapacité à convaincre, elle s'explique assez facilement par le fait que, dans les faits, pendant 4 ans, les démocrates n'ont pas mené une politique pour les gens, pour le peuple, quoi. Et dans les propositions qui étaient faites du coup par la campagne de Kamala, il n'y avait rien d'intéressant de manière objective, mais il n'y avait même pas en fait de propositions fortes en fait qui restent à l'esprit des gens et qui les amènent à aller voter. Je vais aller voter par exemple pour la sécurité sociale pour tous. C'était la proposition d'Obama, l'une des grosses propositions d'Obama en 2008, avec la fermeture de Guantanamo, un changement des politiques envers ce qu'on appelle communément le Moyen-Orient. Il n'y a pas eu de propositions. Et les propositions qui ont été faites n'ont pas parlé aux gens parce que trop techniques, trop timides, ou tout simplement à droite. La proposition de continuer le génocide, et une proposition d'extrême droite, qu'il est difficile de distinguer de la proposition de Trump pour la Palestine. Par rapport à la Palestine, tu nous as envoyé une vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte avant qu'on la diffuse? Ouais, c'était hier en fait, juste avant que les premiers résultats commencent à tomber. Aux alentours de 19h, des groupes ici à Washington, se sont réunis devant la Maison Blanche pour faire un rassemblement en fait pour la Palestine, pour Gaza. Donc c'est des images de ce rassemblement. On voit pas trop la Maison Blanche parce que la Maison Blanche est barricadée pour des raisons de sécurité. C'est l'idée qu'on veut éviter un autre 6 janvier 2020. Mais c'était devant la Maison Blanche. Alors, on va regarder les images tout de suite. Palestine will live forever. Palestine will live forever. Palestine will live forever. Gaza will live forever. Gaza will live forever. Gaza will live forever. Gaza will live forever. From the belly of the beast and of the Middle East. From the belly of the beast hands of the Middle East. From the belly of the beast hands of the Middle East. From the belly of the beast. Il y avait du monde quand même. Ouais, je me rends compte, on entend ma grosse voix, c'est gênant un peu. Non, il y avait un peu de monde. Il n'y avait pas autant de monde qu'à d'autres rassemblements, mais il faut comprendre aussi que pas mal de gens se passaient le mot hier, sortez pas le soir. Ça peut être chaud selon les résultats. Les gens avaient peur en fait, d'agression, d'actes de violence de la part de soutien de Donald Trump, d'électeurs de Donald Trump. Donc il y a des gens, je pense, qui sont restés chez eux. D'habitude, moi, je me rends à ces manifs
si je le peux, avec ma fille d'1 an et ma compagne. Mais là, elles sont restées à la maison, par exemple. Donc ça fait 2 personnes en moins déjà. Je pense que beaucoup de gens ont été dans cette logique et ne se sont pas déplacés pour cette raison. Les rues, en général, de Washington hier étaient assez flippant, quoi. C'était assez vide. Sur le rassemblement, bon, il y avait quand même du monde par rapport à l'enjeu et par rapport au risque encouru. Et c'était intéressant d'y être parce que, bon, moi, je ne vote pas, je ne suis pas citoyen américain, je n'ai pas le droit de vote. Mais l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées, bon, c'est cohérent avec les personnes avec qui j'ai pu échanger et avec qui j'échange régulièrement depuis très longtemps. Personne ne voulait voter pour Kamala. Personne n'avait voté pour Kamala. Certains avaient voté Jill Stein, certains n'avaient pas voté, mais il n'y a pas eu de vote pour Trump non plus, dans les personnes avec qui j'ai parlé en tout cas. Mais il est très clair que la position de Kamala Harris sur Gaza, qui est une position de continuité du génocide, a démobilisé toute une partie de l'électorat. C'est pas la seule chose qui a démobilisé l'électorat, mais ça a effectivement joué au-delà des communautés musulmanes, arabes par ailleurs. Voilà, des personnes blanches, noires qui n'avaient pas voté Kamala pour cette raison. Il y a un des intérêts du raz-de-marée conservateur, c'est que du coup, il n'y a pas eu d'émeutes, pas eu de violence, le spectre de la guerre civile s'éloigne. Oui, après, je crois que j'en avais parlé dans la dernière vidéo, mais la vraie guerre civile, c'est-à-dire 2 factions armées, organisées, issues de l'armée américaine en fait. Un gouvernement, des États qui feraient sécession, un gouvernement qui serait scindé en 2, comme la guerre civile états-unienne du 19e siècle. C'est un scénario pour l'instant assez peu probable. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas advenir, mais c'est un scénario assez peu probable. Il y aurait pu avoir une guerre civile peut-être de basse intensité, on pourrait appeler ça, avec des milices qui s'organisent et qui commettent des actes de violence politique. Certains utiliseraient le mot terrorisme. J'aime pas ce mot en général, en fait. Je pense qu'il empêche de penser. C'est pas parce que c'est des blancs en l'occurrence, mais je pense que ça va très bien en fait de dire que c'est des actes de violence politique. Ça, on aurait pu en avoir énormément, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri non plus d'en avoir dans la configuration actuelle des choses. Ce qui est intéressant, c'est que certains, bon après ça prendra peut-être pas les proportions que ça a pris avec Trump, mais que certains du côté démocrate accusent Trump d'avoir triché, ne se remettent pas les accusations de tricherie que j'ai pas le temps de trop regarder, mais je pense que c'est avec une défaite aussi large, je pense que c'est du flanc. La défaite, elle est énorme, même s'il y a eu des tricheries, quelques bureaux de vote, qu'il y a des bulletins qui ont disparu à droite ou à gauche, etc. On est dans une défaite en fait qui ne laisse pas encore moins que celle de Trump en 2020 et qui laisse encore moins de place au doute. Donc il n'y a pas de tricherie. Après, j'imagine pas. C'est des gens qui sont très démocrates et qui ne sont pas. Moi, j'ai rien contre la violence politique. Hein. Je pense que ça fait partie du processus politique et que c'est comme ça qu'on a eu des révolutions, comme ça que les gens ont eu des droits très souvent. C'est comme ça qu'on a eu mai 68, etc. aussi, ou en tout cas 68 dans le monde entier. Mais je ne vois pas les démocrates, les libéraux démocrates qui ont voté pour Kamala avec le sourire aux lèvres aller créer des mouvements de violence comme il y a eu le 6 janvier 2020 au Capitole. J'y crois pas une seule seconde. Donc je pense qu'effectivement, le spectre d'une violence à grande échelle s'éloigne, mais la présidence de Trump va faciliter aussi le passage à l'acte de beaucoup d'extrémistes blancs américains, de suprémacistes blancs, qui vont commettre ce qu'on pourrait appeler des actes de terrorisme. Encore une fois, j'ai un problème avec ce mot, peu importe son utilisation. Comme ça a été le cas pendant le premier mandat de Trump et à la suite de son mandat, en particulier dans les 2 premières années du mandat Biden, où on continuait d'avoir ce discours sur le vol de l'élection, etc., etc. Donc effectivement, ouais, là-dessus, par contre, on a un risque beaucoup moins important
que ça explose là tout de suite. Tu parlais là de ces gens qui n'avaient pas voté pour Trump et qui manifestaient devant la Maison Blanche. On sait un peu plus là maintenant sur le vote des musulmans, sur ce qui s'est passé à proprement parler. Est-ce que on a des chiffres? Non, on n'a pas encore les chiffres. On aura un sondage qui sera publié demain par CAIR, sondage sorti des urnes pour les musulmans. Donc ça arrive demain. Moi, ce que je sais, c'est que CAIR a fait un sondage il y a 4 jours sur les communautés musulmanes et qu'ils annonçaient à peu près 42% pour Stein, 40% pour Kamala, 10% environ pour Trump et ensuite d'autres candidats indépendants, Cornel West et le candidat libertarien. Ça correspond à peu près à ce que je vois sur le terrain quand je parle aux gens dans les mosquées, etc. Mais même avec des amis musulmans. Ça correspond à ce que j'entends. Ça correspond aussi à ce que j'entends que j'ai entendu dans des reportages réalisés par Al Jazeera ou par Breakthrough News ou par Democracy Now qui vont discuter avec des électeurs et électrices musulmanes. Donc ouais, on est dans un truc en fait qui est assez. Ces chiffres-là me semblent assez logiques. On verra ce que ça donne demain. On verra quels sont les sondages sortis des urnes. Ça m'étonnerait pas que Trump ait grappillé quelques points avec son approche des communautés musulmanes lors d'un meeting en fait où il a dit voilà les communautés musulmanes les musulmans sont des gens très bien, c'est des gens qui veulent la paix et nous on va ramener la paix la paix au Moyen-Orient. Et en accueillant un imam sur scène qui a fait un discours en soutien à Donald Trump en disant on n'est pas d'accord sur tout, mais on peut être d'accord sur certaines choses. Peut-être qu'il a réussi à grappiller quelques points. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait grappillé jusqu'à 5, voire 10 points avec ça. Parce que beaucoup de gens disaient, bon, bah, au moins, il nous a respectés. Il nous a parlé directement et il a invité un imam sur scène. Ce qui n'a pas vraiment été le cas côté démocrate, où même des militants palestiniens ont été dégagés de meeting de Kamala, ou des militants pro-palestiniens qui avaient pris la parole pour dénoncer le génocide pendant un discours de Kamala ont été réduits au silence. On leur a dit c'est à mon tour de parler maintenant en utilisant un peu un ton arrogant et un ton un peu il faut respecter la politesse et il faut respecter aussi la parole des femmes, quoi. C'était ça qu'il y avait derrière. Utiliser un peu cette rhétorique pour attaquer des personnes, dont des femmes, qui dénonçaient justement le génocide à Gaza. Donc c'est des choses qui sont restées vraiment dans la tête des gens et qui font que les gens ne se sont pas tournés vers elle et que le petit numéro de Trump, parce que c'est un numéro, hein, Trump est comment dire, complètement en faveur du génocide et du nettoyage ethnique de la bande de Gaza et au-delà. Et la paix qu'il propose au Moyen-Orient, c'est peut-être cette paix-là, c'est la paix en fait des génocidaires, comme la paix des génocidaires qui a été établie aux États-Unis après le génocide des populations autochtones. Effectivement, il y a la paix, mais c'est une paix qui repose sur le massacre quasi total ou total des populations. Et par rapport à ce vote musulman, les musulmans noirs et les musulmans arabes votent de la même manière, ainsi que les musulmans asiatiques. Ou alors il y a des différences? Il faut voir, bon, j'ai pas les chiffres, ça c'est plus du travail que j'ai fait par le passé et que je continue parce que je suis encore dans ces espaces et que je pense un peu toujours comme ça. Il y a des différences mineures. C'est-à-dire qu'on va retrouver chez les Noirs musulmans plus de radicalité et plus de réalisme vis-à-vis de la situation. Qui est Trump, qui est Kamala, que sont le Parti démocrate et le Parti républicain, qu'est-ce que sont les États-Unis, qu'est-ce qu'est l'impérialisme américain et comment les musulmans noirs ont été traités aux États-Unis depuis très longtemps, avant le 11 septembre, hein, avec la Nation of Islam, mais ensuite des mouvements plus orthodoxes qui ont été aussi constamment surveillés et fliqués par la police, le FBI, etc. Donc il y a une conscience de ça qui fait que en général le vote va être plus radical et que même un vote qui va aller pour Kamala ce sera un vote en fait conditionné.
Ensuite, on a les populations arabes qui sont directement impactées et qui se voient aussi dans les massacres à Gaza. Qui voient que leur vie n'a pas de valeur en fait pour le Parti démocrate. Ça a radicalisé une bonne partie de cet électorat, même si certains gardent en tête le fait que bon, les démocrates sont quand même et c'est pas mon avis, hein, mais entre guillemets nos alliés, et au moins on n'aura pas à subir l'islamophobie de Trump. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a des confettis qui tombent. C'est turquoise. Merci Omar, c'est bravo. Des effets spéciaux. On attendait. Mais, non, mais c'est effectivement, c'est effectivement ce qu'on va retrouver chez les communautés arabes et puis aussi chez les communautés yéménies en particulier, qui ouvrent souvent des petits business, en fait, des épiceries, etc. L'idée parfois même d'aller voter même pour Trump parce que économiquement c'est plus avantageux pour nous. Chose qu'on va plus rarement retrouver chez les communautés noires. En tout cas, ça c'est du travail d'ethnographie, donc c'est pas des chiffres que j'ai. C'est parler à des centaines de personnes et se faire une idée de comment les différentes communautés se définissent. Après, il y a les communautés sud-asiatiques, où il y a d'autres communautés qui sont plus minoritaires, dont je parlerai un peu moins. Il y a les communautés sud-asiatiques, donc pakistanaises, bengalaises, sri-lankaises et indiennes, qui elles, vont plus souvent être dans un soutien des démocrates. C'est vraiment l'idée qu'il faut s'intégrer aux États-Unis, qu'on peut s'intégrer en tant que musulman, qu'on a quand même de la chance de pouvoir pratiquer notre religion librement, avec parfois des parallèles avec la France, c'est très intéressant. Regardez, en France, c'est bien pire. Et oui, on a beaucoup d'empathie pour ce qui se passe à Gaza et pour les musulmans et pour la Oumma, la communauté musulmane au sens large. Mais ça ne va pas les aider de voter pour Trump ou de ne pas voter pour Kamala. On retrouve ce discours un peu plus chez ces communautés-là, qui ont tendance en général, ces communautés, à être un peu plus libérales. Beaucoup de personnes qui ont connu une ascension sociale aussi et qui sont donc aujourd'hui médecins, ingénieurs, dans le domaine de la tech, etc. et qui du coup ont un confort qui leur permet aussi de penser de cette manière-là. Chez les communautés noires, je dirais qu'il faut faire une petite précision. Il y a une différence entre les communautés noires issues de l'immigration et les communautés noires donc historiques aux États-Unis, descendantes de personnes qui ont été réduites en esclavage. Chez les communautés noires issues de l'immigration, il y a des différences. Chez les Soudanais et les Somaliens, on va retrouver beaucoup de défiance par rapport aux États-Unis. Mais chez les communautés ouest-africaines, souvent, on va retrouver un peu le même discours qu'on retrouve chez les communautés sud-asiatiques. Il faut s'intégrer, il faut travailler, il faut créer de la richesse, etc. Avec un peu moins de votes pour Trump, un peu plus pour Kamala, et une différence générationnelle aussi, avec les enfants de ces immigrants-là qui sont arrivés beaucoup dans les années 90 et 80, qui ont subi en fait les violences policières, parce que les policiers ne font pas de différence entre les différents noirs, et qui du coup ont parfois des positions un peu plus radicales. On en rentre vraiment dans le détail du détail, quoi. Est-ce que une des surprises de ce vote, c'est notamment le vote des hommes noirs, qui semble-t-il ne correspond pas à l'idée qu'on s'en faisait, ou en tout cas à ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire en fait un vote qui serait passé essentiellement en grosse partie pour Trump, ou en partie significative pour Trump. Ça n'a pas été le cas. Oui, je voulais déjà pondérer un peu ça dans la dernière vidéo, mais effectivement, ça n'a pas été le cas. Il y a un point de différence avec la manière dont les hommes noirs ont voté Trump en 2020. Donc, j'ai des chiffres, je vais juste les consulter rapidement. Donc pour les populations noires en général, 86% des Noirs, c'est le bloc qui a le plus voté pour Harris. Donc 86% des Noirs aux États-Unis qui ont la capacité de voter et qui ont voté pour Harris. Et si on regarde au niveau du genre, les femmes noires ont voté pour Kamala à 92%, les hommes noirs à 78%, et pour Trump à 20% seulement, ce qui est en fait assez stable par rapport aux dernières élections. Donc il y a eu tout ce
Bashing un peu des hommes noirs qui a été fait, y compris par des femmes noires, mais en particulier par des femmes blanches, avec l'idée que voilà, la misogynie des hommes noirs leur faisait oublier le fait qu'ils étaient noirs et qu'ils allaient voter pour Trump, etc., etc. Qui en fait n'a pas du tout été, ça n'a pas du tout été le cas. Et il y avait une présentatrice noire sur CNN hier qui disait qu'il allait falloir s'excuser auprès des hommes noirs qui pour le coup, n'avait pas basculé chez Trump et qu'on avait fait beaucoup de bruit là-dessus. Parce que quelque part, c'est aussi sensationnaliste, des Noirs qui votent pour Trump, mais ça n'a pas du tout été le cas, ou en tout cas, c'est un des blocs, c'est le bloc qui vote le plus pour Harris chez les hommes, donc il n'y a pas de dossier, et on devrait plutôt se focaliser sur d'autres communautés, et en particulier sur les Blancs. Les femmes blanches, pour le coup, qu'on attendait beaucoup, voilà, pour un vote massif pour Kamala, ont en majorité, selon les sondages sortis des urnes, encore une fois, voté pour Trump. Je reprends les chiffres pour être sûr de ne pas me tromper, et on est sur 47% de votes pour Kamala chez les femmes blanches et 52% pour Trump. Ce qui est un vote voilà, non seulement supérieur à celui de Kamala, mais majoritaire, qui n'est même pas en dessous de la barre des 50%. Donc on voit que le pacte racial sublime en fait la question du genre aux États-Unis, ou en tout cas au-dessus de la question du genre aux États-Unis, et que les femmes blanches qui avaient déjà voté pour Trump en face d'Hillary Clinton en 2016 ont confirmé cette tendance aujourd'hui. Bon. Les hommes latinos. Du côté des hommes latinos, c'est un peu plus. Alors eux, du coup, sont plutôt passés du côté de Trump, semble-t-il. Ouais, les latinos continuent de voter pour Kamala. Alors je reprends les chiffres pour pas dire de bêtises. Le vote latino pour Kamala est de 53% et de 45% pour Trump seulement. Mais maintenant, quand on resserre sur la question de genre, on a 44% des hommes latinos qui votent pour Harris et 54% qui votent pour Trump, donc une majorité d'hommes. Et chez les femmes, c'est 61% contre 37%. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que le vote des hommes latinos était acquis aux démocrates auparavant. Ça a changé et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a bien sûr une raison voilà, d'alignement idéologique sur des éléments conservateurs, notamment sur les droits des femmes, les droits des communautés LGBTQ+, chez Trump, avec ces communautés qui sont souvent catholiques, qui ont un fond assez conservateur parfois. Mais pour moi, ça n'explique pas tout. Pour expliquer ça, je pense qu'il faut remonter à 2020, à la campagne de Bernie Sanders dans le Nevada et dans l'Arizona, qui avait conquis les hommes latinos. Et avait fait d'excellents scores dans ces États, qui avaient fait paniquer, des scores tellement importants que ça avait fait paniquer l'establishment démocrate, l'élite du Parti démocrate, qui avait fait en sorte que tous les candidats se retirent à la faveur de Biden pour que Bernie Sanders puisse être battu lors de cette primaire et qu'il ne soit pas celui qui allait affronter Trump. Et ça leur a fait peur parce qu'en fait, Bernie Sanders, en parlant aux gens, en leur parlant de la possibilité de créer des droits pour les syndicats. Les droits des syndicats ont été détruits par l'administration Reagan aux États-Unis, donc c'est très dur pour les syndicats de jouer leur rôle en fait dans ce pays. Mais aussi en leur parlant de problématiques du quotidien, de ce qui pouvait être mis sur la table à la fin de la journée, de pouvoir d'achat, etc. En fait, conquis les hommes latinos qui sont pour la plupart issus des classes laborieuses, des classes populaires, et qui, en ce sens, ont à cœur d'entendre un candidat prendre position là-dessus. Et là, le candidat qui a pris position là-dessus, c'est plutôt Trump. Et c'est un mensonge que Trump va améliorer leur situation économique, mais il a fait sa campagne là-dessus. Et c'est comme ça qu'il convainc les ouvriers, ou en tout cas les classes laborieuses blanches, mais aussi les classes laborieuses latino, en faisant sa campagne là-dessus. Parce que les démocrates libéraux, refusent complètement de faire. Je ne suis pas en train de dire que Bernie Sanders, c'est génial, et je pense que c'est même moins radical que Mélenchon, et Mélenchon est loin d'être un radical, c'est un programme
de gauche des années 80 en fait, Mélenchon. Mais en France, je veux dire. Mais c'est quand même quelque chose qui parle plus à ces gens-là, qui leur laisse à espérer que, en tant que travailleurs, ils seront valorisés financièrement, mais aussi au-delà. Le fait d'avoir des protections pour les syndicats, la possibilité de se syndiquer de manière beaucoup plus simple dans les entreprises, etc., etc. C'est quelque chose qui avait beaucoup parlé à ces populations-là. Et là, la campagne de Kamala n'a pas du tout abordé ces sujets. Donc, La question des migrants n'a pas pesé, là, par exemple, pour les latinos, ni dans un sens, ni dans l'autre. On a tendance à sensationnaliser ça, c'est-à-dire il y a beaucoup de clips, de petites vidéos en ligne où on voit un latino dire ouais, nous on était des immigrants, mais là il y a trop d'immigrants qui arrivent, il faut fermer la porte à un moment donné, etc. C'est pas le sentiment majoritaire chez les populations latino, en tout cas quand moi parce que je suis pris souvent pour aussi ici portoricain ou autre, j'ai beaucoup d'amis en fait dans ces communautés, beaucoup aussi d'amis qui sont musulmans convertis, etc. C'est pas ce qui compte le plus dans ces communautés de fermer la porte aux migrants. Il y a certaines, par exemple les Cubains de Floride, qui ont une histoire très particulière, qui pour beaucoup ont quitté Cuba après la Révolution et qui sont en fait des gens de droite à la base sociologiquement. Ceux-là effectivement sont anti-immigration. Il y a aussi beaucoup de latinos qui n'ont pas du tout de problème avec l'immigration et qui pensent aussi à leur famille en fait dans les communautés latinos. Tout le monde a un oncle, un parent, un neveu qui est là illégalement, ou en tout cas qui est là sans papier, pardon, et qui a besoin d'acquérir la green card ou la citoyenneté à terme, ou au moins d'être tranquille pour travailler et pouvoir commencer à construire une vie. Et donc ça compte ça pour les gens. Donc non, on va avoir des discours comme on a des discours en France. On va présenter toujours voilà, ce Marocain ou cet Algérien qui va dire moi j'en ai marre de l'immigration. C'est pas des discours majoritaires, vraiment. C'est pas. Ouais. Par rapport au Parti vert, et est-ce que on peut considérer que c'est une victoire ou c'est plutôt une comment on peut voir ça, en fait, le résultat de ces élections? Le Parti vert de Jill Stein, qui est très bien sur la question palestinienne, il n'est pas parfait, mais qui est très très bien, vraiment. A une victoire, on va dire, partielle. C'est-à-dire que je pense que quand on aura fini de compter les voix, ils auront plus de voix qu'ils n'en ont jamais eu. Et je pense qu'ils ont convaincu beaucoup de monde et qu'ils ont aussi été mis sur le devant de la scène, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on a quelque chose d'assez intéressant qui se passe pour ce parti en ce moment. Par contre, je ne pense pas qu'ils arriveront aux 5% qui leur permettent de débloquer des fonds, de gagner une certaine légitimité, de mieux organiser leur parti, de pouvoir proposer des candidats un peu partout pour les élections locales. On n'est pas dans ce registre-là, je pense, malheureusement. Je peux me tromper, hein, on peut avoir une surprise, qu'elle arrive tout juste à 5%, mais malheureusement, je pense qu'elle ne les atteint pas. Mais ça, c'est de bon augure pour l'avenir, en fait. Ce que beaucoup disent, c'est qu'on ne peut pas continuer avec cette alternance démocrates-républicains, qui n'ont pas à cœur les intérêts du peuple américain ou les intérêts des peuples du monde entier, mais n'ont à cœur que leurs propres intérêts et les intérêts de l'Empire américain, l'Empire états-unien. Et du coup, il faut commencer à construire ces forces politiques alternatives, il faut commencer à construire des partis tiers. Et si ça doit passer par plusieurs années de construction et de vote qui augmentent progressivement pour le Parti vert, beaucoup sont prêts à faire ça. Il y avait une autre voie qui aurait pu être empruntée et qui n'a pas été empruntée. Ça aurait été celle après les élections de 2016 ou les élections de 2020 ou même les élections de 2018, les élections de mi-mandat, de casser en fait avec le Parti démocrate, pour les plus radicaux du Parti démocrate, Bernie Sanders, Ilhan Omar, etc., Rachida Tlaib. Certains diront Alexandra Ocasio-Cortez, je pense qu'elle a perdu tout crédit à ce stade des choses, vu ses positions sur Gaza, mais aussi sur d'autres sujets. Mais il aurait pu avoir une cassure en fait, et la création d'un parti en fait
de gauche qui auraient pu rallier Jill Stein, qui auraient pu rallier Cornel West et qui auraient eu des moyens qui auraient été en fait, comment on pourrait dire ça, exfiltrés du Parti démocrate et des sièges au Congrès pour exister. Et malheureusement, c'est pas une voie qui a été empruntée. Il y a eu des discussions avec Bernie Sanders et c'est pas une voie qu'il a choisi d'emprunter parce qu'il avait grosso modo peur de paver la voie à Trump en faisant ça. Paver une voie royale pour Trump en 2024 du coup aujourd'hui ou en 2020 si ça allait être fait auparavant. Et donc ça n'a pas été fait et on se retrouve avec un parti démocrate dans lequel il y a quelques personnalités qui ont un discours un peu plus radical. Il faut reconnaître à Rachida Tlaib, qui a remporté son élection de manière écrasante hier, sa solidité sur la question palestinienne. Elle est palestinienne elle-même, si je ne dis pas de bêtises, mais sur d'autres questions aussi. Et ça montre en fait que son élection, je crois, à 70 ou 80% des voix, montre qu'en fait, en faisant campagne sur une plateforme réellement de gauche, il y a possibilité de gagner. Ça va être très difficile aux États-Unis de créer cette force d'opposition. En France, ça a été très dur de la créer. Le parti de gauche, qui était avant, les forces politiques successives que Jean-Luc Mélenchon a créées, ont pris du temps à trouver le bon rythme et à s'imposer. C'est le cas maintenant. Et aux États-Unis, ce sera encore plus compliqué parce qu'on est dans un système bipartite avec une élection à un tour qui se joue aussi État par État. Ça va être très compliqué à créer, mais c'est important de commencer à construire cette proposition parce qu'on ne peut rien attendre du Parti démocrate ou du Parti républicain. D'accord. Et donc un espoir. Un espoir vraiment très mince. On s'y prend très tard pour construire ce parti, malheureusement. Et donc c'est très compliqué. La présidence de Trump, ça va être du costaud, quoi. On ne sait pas encore à quel point ça va être costaud, mais on peut se retrouver. Enfin, beaucoup de gens disent que ça ne va pas être possible parce qu'il y a quand même des checks and balances, c'est-à-dire des contre-pouvoirs qui l'empêcheront de devenir le dictateur qu'il souhaite être. C'est quand même une possibilité. On a Donald Trump en fait à la Maison Blanche. On sait qu'il ne va pas jouer le jeu politique de manière régulière. Comme on sait en France que Macron, Le Pen ne jouera pas le jeu politique de manière régulière, mais que Macron ne joue pas le jeu politique de manière régulière. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'une personnalité comme Trump le fasse. On a une idée de sa feuille de route là, de Trump? Il y a plusieurs choses. Il y a deux projets. Il y a un projet 2025 et un autre projet, je ne me rappelle plus, c'est un nom propre en fait pour ce projet-là, qui n'annonce rien de bon. Il y a beaucoup de choses. J'invite les gens à aller consulter ces documents ou des vidéos qui parlent de ces documents et qui en 20 minutes expliquent quelle est la stratégie. Mais si je devais citer 3 points, le fait de remplacer encore 2 juges à la Cour suprême américaine. Donc pour expliquer aux gens qui ne sont pas très familiers de ça, la Cour suprême américaine a énormément de pouvoir aux États-Unis, c'est le Conseil constitutionnel. Les juges sont nommés à vie par le président en exercice. Et donc les juges peuvent prendre leur retraite ou meurent et sont remplacés. Lors du dernier mandat, Trump a remplacé, il me semble, 3 juges de la Cour suprême, dont 2 qui étaient des libéraux, par des juges d'extrême droite. Et au cours de cette mandature, il est très probable que 2 juges conservateurs qui se font un peu âgés vont prendre leur retraite pour que Trump puisse nommer des juges beaucoup plus jeunes et qui, du coup, seront en position pendant très longtemps. Ça, c'est très important parce que les juges de la Cour suprême ont énormément de pouvoir. Ils peuvent valider ou invalider des textes de loi et ils sont très forts pour plier le droit américain d'une manière qui est favorable aux conservateurs, à Trump, mais aux conservateurs en général. C'est par exemple eux qui ont désanctifié le droit à l'avortement aux États-Unis, mais c'est aussi eux qui ont émis un avis qui donne l'immunité juridique en fait à Donald Trump et qui lui permet en fait en exercice de faire ce qu'il veut et qui du coup le rend
qui le rend imperméable aux poursuites juridiques pour l'insurrection, la tentative de coup d'État du 6 janvier 2020. Donc c'est très important. Il a remplacé aussi par le passé beaucoup de juges au niveau fédéral. Donc il y a aussi les juges fédéraux qui prennent des décisions, etc. Il en a remplacé beaucoup. Il va encore en remplacer beaucoup. Donc ça, c'est une partie du projet 2025. Et puis l'autre partie du projet 2025, c'est de virer énormément de monde. Donc dans les administrations, en général, quand une nouvelle administration arrive, quand voilà, les démocrates remplacent les républicains, on change quelques têtes, mais on laisse en place, je sais pas moi, la personne qui s'occupe de la poste aux États-Unis, la personne qui s'occupe de ceci. Et surtout, on va pas chercher les troisième degré de puissance au sein de ces institutions, le service de poste par exemple, pour aller les remplacer. Et là, l'idée, c'est de virer en masse tous les employés qui ont un peu de pouvoir et qui sont des libéraux et de les remplacer par des conservateurs qui seront sans doute incompétents, parce que c'est des gens en fait, qui travaillent dans ces postes-là, pas parce qu'ils sont moins compétents de base, mais juste parce qu'on remplace des gens qui ont travaillé à des postes pendant une vingtaine d'années par des gens qui n'ont aucune connaissance du milieu, qui sont des amis d'amis qui seront des amis d'amis de Trump sans doute. Mais aussi, en faisant ça, en fait, on crée la possibilité de fermer les yeux sur plein de choses pour Trump, y compris un coup d'État éventuellement. Ça va être le cas dans l'armée, ça va être le cas dans les services de police fédéraux comme le FBI, la DEA, etc. Et ça va être le cas aussi à la Poste, au département de l'environnement, etc. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on a créé un truc qui est indéficelable pour une administration qui arriverait après et qui va affecter en fait la politique américaine intérieure et extérieure pendant des années. C'est-à-dire que le corps diplomatique aussi va être complètement changé. Non pas que le corps diplomatique ait été brillant sur les derniers mois, bien au contraire, il a été en soutien total au génocide. Mais là, on va se retrouver avec un corps diplomatique encore plus conservateur. Donc, va en guerre contre l'Iran, va en guerre potentiellement au Liban, et avec une carte blanche encore plus importante à Gaza, où là, il faut se rendre compte, on est sans doute, selon les estimations de Lancet, on est à près de 200 000 morts à Gaza. La population de Gaza, il me semble, c'est 3 millions de personnes. Une administration Trump, c'est peut-être une accélération du génocide, un retour au rythme génocidaire du début et des livraisons d'armes encore plus importantes et encore plus destructrices à Netanyahou. On a du mal à imaginer, je comprends, hein, on a vraiment du mal à imaginer que ça puisse être pire, ce génocide, parce que c'est déjà Gaza détruite, mais ça peut être pire, effectivement, ça peut être pire, je pense, et beaucoup de gens pensent ça. Ce n'est pas un appel à voter pour Kamala, ce n'est pas un appel à dire Kamala, ça aurait été génial, mais il faut être concret, en fait, il faut être réaliste vis-à-vis de ça. C'est pire, c'est effectivement une possibilité de pire. On verra, on ne sait jamais, mais c'est très probablement quelque chose qui va empirer la situation des Palestiniens, des Iraniens et des Libanais et des Yéménis aussi. Le pire est à venir. Le pire est à venir, malheureusement. Voilà.